C'est ce qui a précipité ma fin d'histoire à Grenoble, parce que les entraîneurs, les présidents n'ont pas compris que je jouais un personnage, que le personnage médiatique des réseaux sociaux que j'étais n'était pas le personnage que j'étais dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, il y a eu un peu une confusion de genre. Et bon, je suis assez provocateur, notamment dans mes tweets, même si je me suis un peu calmé depuis quelques temps. Mais la provocation a fait que tout le monde pensait que je m'exprimais au nom du club, alors que pas du tout. Je m'exprimais au nom de moi, Jonathan Best, en tant qu'entité, personne. Et ça a été assez compliqué. Ça a été mal perçu par mes camarades. Il y en a quelques-uns qui ont fait remonter les infos au staff, et ça m'a valu des inimitiés dans le vestiaire, jusqu'à finir par me battre avec des camarades de club à l'entraînement et précipiter mon départ vers Béziers. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez En Terrain Conquis, le podcast qui donne la parole aux sportifs professionnels d'hier et d'aujourd'hui qui ont aussi conquis le terrain du business. Et pour ce nouvel épisode, je reçois un jeune quarantenaire retraité des terrains du rugby pro depuis 2021, troisième ligne de métier, deuxième barre sur la fin. Il a accompagné le FC Grenoble pendant 12 ans, de la Fédérale 1 au top 14 avant de terminer sa carrière à Béziers. Il a aussi été international algérien. Je reçois Jonathan Best. Bonjour Jonathan. Bonjour à toutes et à tous. Très belle présentation, il n'y a pas d'erreur pour l'instant. Donc, ouais, la suite des questions. 15 secondes, j'ai pas fait d'erreur, ça va. Je pensais pouvoir le tenir. Bon, ça va, ça a l'air de bien aller. Ouais, effectivement, c'est bien. C'est une deuxième vie qui a commencé, évidemment, pour moi. Une vie un peu plus éloignée des terrains. Donc voilà, j'espère juste qu'elle sera aussi passionnante que la première vie que j'ai pu avoir. Et voilà, à moi de faire en sorte que toutes les choses s'emboîtent correctement pour que cette deuxième vie jusqu'à ma retraite soit aussi excitante que la première. Alors avant d'attaquer, je vous rappelle que vous pouvez venir au soutien du podcast en vous abonnant en Terrain Conquis à ses pages Instagram et Twitter. Vous pouvez aussi contribuer à son développement via la page participative Tipeee, tipeee.com/en-terrain-conquis. Votre soutien est capital. Jonathan, merci d'avoir accepté mon invitation. Pour tout te dire, je guettais un peu le moment où je pourrais t'inviter parce que tu fais partie de ces personnalités atypiques, c'est le mot à la mode, dont j'avais envie de connaître un peu mieux l'histoire, notamment pour une particularité dont on reparlera un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais en attendant, si tu veux bien, je vais tenter de synthétiser ta carrière sportive pour ceux qui la connaîtraient pas trop ou pas bien. Et si je me trompe, t'hésites pas à me renvoyer dans mes 22. Tu deviens pro en 2005 à l'âge de 22 ans avec Grenoble, qui vient de subir une double rétrogradation. Il doit redémarrer en Fédérale 1, mais garde le statut professionnel. Le club remonte tout de suite en Pro D2. Il va jouer dans ce championnat jusqu'en 2012, année où vous terminez champion de France de 2e division, synonyme de montée à l'étage au-dessus. C'est donc à 29 ans que tu découvres le top 14 avec ce club que tu as accompagné depuis la Fédérale 1, club pour lequel tu joues jusqu'en 2016. Fin 2016, puisque au cours de la saison 2016-2017, l'histoire d'amour se termine par un divorce. Et tu tardes pas à te remarier d'ailleurs avec Béziers, qui évolue en Pro D2, la SBH, l'autre club professionnel de ta carrière avec qui tu pousseras le plaisir jusqu'en 2021. Année où tu raccroches avec les pros, je le dis, parce que pas à raccrocher tout court. Tu t'es fait plaisir une dernière année dans un club de ta ville, Romans. Alors pas à Valence Romans qui navigue entre Pro D2 et Fédérale 1, mais le RC Romans Péage en Fédérale 3. Et aujourd'hui, à 40 ans, et sauf info exclue que tu aurais envie de me partager, tu es bien retraité du rugby tout court. Exactement, c'est ça. Tu as bien fait le parcours. C'était une belle aventure, notamment les 3 divisions avec Grenoble. Je crois que c'est des parcours assez singuliers. Il y a très peu de joueurs qui ont évolué dans 3 divisions différentes avec leur club. Et oui, j'ai terminé, j'ai poussé jusqu'au bout du bout, puisque pour moi, ça me paraissait normal en tant qu'ancien joueur professionnel de retourner dans le club formateur, en tout cas dans la ville qui m'a formé pour donner un coup de main au rugby amateur. Donc j'ai fait une dernière saison, effectivement, l'année 2021-2022 avec Romans. On a perdu en 32e de finale, pas de chance pour nous. On perd cette année-là contre l'équipe qui finira championne de France de Fédéral 3. Et depuis, effectivement, j'ai d'autres obligations, d'autres impératifs, et je savoure enfin d'avoir des week-ends de repos qui m'étaient pas arrivés depuis un moment. Donc je t'avoue que c'est bien, les vestiaires manquent, mais de pouvoir être invité chez des amis les samedis, les dimanches, c'est aussi une bonne nouvelle pour moi. Ça me permet d'avoir une nouvelle vie sociale différente de celle d'avant. Parfait, si on est bon, on peut avancer. J'aime bien savoir ce qui a amené mon invité à embrasser une carrière sportive professionnelle en grattant un petit peu les origines. Toi, tu as commencé le rugby à 7 ans dans ta ville de Romans-sur-Isère. Et je crois qu'il y a une histoire de transmission familiale derrière avec un papa. Alors, je précise, c'était pas Georges Best, mais c'est ton papa qui était dans les médias, je crois, et qui couvrait le rugby. Ouais, alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que mon papa jouait à l'époque au rugby à 13, puisqu'il a grandi du côté de Perpignan, exactement à Cannes-Ouest. Donc il a commencé au rugby à 13 avant d'être muté dans les années 80 avec son frère du côté de Romans. À l'époque, l'USRP, c'était les damiers, les damiers romanais. Et donc forcément, dans la continuité, quand on m'a demandé quel sport je voulais faire, je suis passé par le rugby, par l'école de rugby de Romans.
dont la personne la plus connue, en tout cas le rugbyman le plus connu, est notamment Philippe Saint-André, hein, qui est passé par Romans. Et l'idée, c'était de jouer avec mes copains, de grandir là-dedans. Et puis j'ai assez vite déchanté, puisque je t'avoue que j'ai arrêté de jouer au rugby en première année minime, parce que je m'éclatais plus, j'avais plus la foi pour le rugby avant de découvrir tout un tas d'autres sports et de revenir bien plus tard au rugby. Mais voilà, famille de rugbyman, mon grand-père, le père de mon père était lui footballeur et du coup une famille quand même assez sportive. J'aurais pu choisir le hand. Je sais pas si j'aurais une carrière professionnelle au hand, mais c'est un sport aussi qui m'a attiré pendant longtemps. Et d'ailleurs, l'année dernière, j'avais décidé de prendre une licence au club de hand de Romans pour faire une saison. J'ai fait quelques entraînements et puis c'est trop contraignant par rapport à ma nouvelle activité. Donc, j'ai fait quelques entraînements, mais je t'avoue que j'aurais bien aimé jouer un peu plus longtemps au handball. Est-ce que tu maîtrisais la fameuse roucoulette Bah, j'essaie de maîtriser et on a l'impression que c'est deux sports qui se ressemblent, mais c'est assez technique hein, quand même le hand par rapport aux positions. Et puis vu mon gabarit et le fait que je débutais, on m'avait fait jouer pivot, hein, donc c'est quand même des postes assez techniques. Mais j'avoue que j'ai bien apprécié. Hein. Pour moi, c'est la même chose, jouer les intervalles, jouer les surnombres, jouer dans les intervalles. Et ma sœur joue encore au hand aujourd'hui. Hein. Voilà, c'est le hand du côté des personnes féminines de la famille et le rugby du côté des personnes masculines. Question sérieuse ou presque, comment et surtout pourquoi on passe du rugby au volley? Ben justement, hein, comme je te disais, j'avais décidé d'arrêter le rugby à l'âge de 13-14 ans parce que je m'éclatais plus, je me sentais plus bien avec les joueurs de mon équipe et j'habitais dans un tout petit village du nord de la Drôme qui s'appelle Margès et la seule activité sportive qu'il y avait dans ce village-là, c'était le volley. Et donc pour reprendre goût un peu à la pratique sportive, je m'étais inscrit au club de volley, donc j'ai fait 2 saisons hein, quand même en volley. À l'époque, ça s'appelait le niveau régional 1, donc un niveau assez faible. Et en même temps, j'avais décidé de reprendre le rugby en universitaire. L'avantage du rugby universitaire, c'est qu'on joue le jeudi, et donc ça me laissait le temps aussi de pouvoir jouer au volley le samedi. Donc j'ai eu une double carrière, on va dire, à la fois volley et à la fois rugby. Si tu devais retenir un truc de tes années de volleyeur. Ça chante beaucoup plus qu'au rugby parce qu'il y a toujours ce filet hein, qui est la limite entre les adversaires et c'est quand même un sport où on chambre beaucoup et j'avoue que c'est sans doute des comportements qu'on voit moins sur les terrains de rugby parce qu'il y a pas ce contact physique mais c'est un sport qui est très technique. Si tu maîtrises pas les bases de ce sport, c'est compliqué, mais je m'éclatais, c'était génial. Et puis le club dans lequel je jouais à Margès, c'était un tout petit club d'un tout petit village et pour te dire donc la ligne de fond de cours, enfin de fond de terrain de volley, elle était à environ 1 mètre du mur du gymnase. Donc en général les équipes qui venaient chez nous, elles se disaient mais c'est quoi ce gymnase où il y a même pas la place de jouer correctement au volley. Et c'était vraiment cette ambiance-là. Donc c'était cool. Ça m'a permis de reprendre goût au sport collectif. Et à travers le rugby universitaire, après, j'ai décidé de reprendre une licence pour voir s'il y avait peut-être quelque chose à terminer avec le rugby. Et donc ouais, à 19 ans, tu reviens au rugby dans ton club de Romans Péage pour 1 an. Mmh. Et après, tu décides d'aller taper à la porte du FCG qui joue beaucoup plus haut. Qu'est-ce qui te pousse à y aller? C'est au culot? En fait, j'ai fait une demi-saison même, je crois. C'était en Ballandrade. À l'époque, c'était Ballandrade Réchelle B à Romans, parce que en ayant joué pendant 3 ans en universitaire, je m'étais dit tiens, finalement, c'est pas mal le rugby, ça me donne envie d'y revenir. Et puis, faisant mes études à Grenoble et devant jouer à Romans, à l'époque, ça n'existait pas. Tu sais, les doubles licences, hein, où tu pouvais t'entraîner pour un club et jouer pour un autre le week-end. Donc je me suis pointé au premier entraînement des Réchelles, donc ça devait être en 2002 si je te dis pas de bêtises, septembre 2002. Je me suis pointé à l'entraînement des Réchelles de Grenoble en disant écoutez, moi je suis étudiant ici, peut-être que je vais continuer à jouer avec mon club de Romans, mais c'est plus facile pour moi de m'entraîner avec vous. Et donc ça a commencé comme ça. Et à l'époque, les entraîneurs étaient notamment un certain Franck Corillon et un autre entraîneur qui s'appelait Gilles Pichon-Martin, une figure locale du rugby hein, vers chez nous. Et donc ces deux-là m'ont dit écoute, tu sais, dans des clubs pro, ça se passe pas comme ça. Ce qui va se passer, c'est qu'on te garde 15 jours à l'essai et on verra comment ça se passe. Et voilà comment a commencé mon aventure avec Grenoble, par 15 jours de mise à l'essai. Et puis finalement, l'essai a été transformé. C'est assez facile de le faire. Hein. Tu t'en es bien sorti sur ces 15 jours. Tu as passé le test. Le gros derby chaud en jeune à Grenoble, c'est quoi? C'est Voiron, Chambéry, Saint-Marcelin? Non, c'était Bourgoin à l'époque. Parce que Bourgoin, nous, c'est vrai que tous les meilleurs joueurs de ma génération allaient à Bourgoin. Il y avait c'était la première année, ils avaient créé le Centre national d'entraînement à Marcoussis, où ils avaient la génération 84 notamment, qui était partie faire ce pôle national avec les Gégène Bacher, avec les Campédia, Driolet, Diota Lévis, c'était les Florian Fritz, toutes ces générations-là, hein, qui étaient tous des Bergaliens. Et nous, vraiment, le derby, c'était Grenoble-Bourgoin. À l'époque, Bourgoin sortait de belles années avec des finales, notamment en Coupe d'Europe et en Championnat de France. Et puis Grenoble s'était un peu cassé la gueule. Et donc les courbes se sont inversées depuis, puisque Bourgoin est un peu plus en difficulté sportivement. Mais c'est vrai que voilà, à l'époque, ma génération, si t'étais fort, t'allais à Bourgoin. Si t'étais mauvais, t'allais à Grenoble. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à Grenoble. Parallèlement à tes années en esport, tu suis un cursus d'études poussé. T'étais solide aussi, à ce qui paraît, dans les études. Et tu te dirigeais, on parlait de particularité, vers une carrière de journaliste.
Ouais. Ah bah, quand je vois comment j'étais considéré par les journalistes quelques années après, je me dis que bon, ils m'ont pas dégoûté du métier, mais c'est vrai que pour tout te dire, quand je suis sorti du bac, moi je voulais entrer à Sciences Po Grenoble. Mon but c'était d'être journaliste, en particulier journaliste sportif. J'ai souvenir quand j'étais petit de mon papa qui travaillait à l'époque pour ce qu'ils appelaient Radio France Drôme, qui s'appelle aujourd'hui France Bleu Drôme. Et j'ai souvenir quand j'étais petit d'être allé voir un match de mémoire, c'était Rumi-Bayonne à l'époque où Rumi jouait à très haut niveau, hein. Et donc d'être allé dans le vestiaire avec mon père pour interviewer les joueurs, c'était impressionnant, tu vois. Ils faisaient forcément le double de moi, et donc j'ai ce premier souvenir là de journalisme, et je me suis dit ça c'est un métier pour moi. Et c'est vrai que depuis l'âge de je sais pas 8, 9 ans, 10 ans, j'écris des articles. Alors je suis passionné notamment du Tour de France, et je me rappelle les étés notamment, on va dire la période 10-14 ans, où j'écrivais des articles tous les jours sur les résumés des étapes du jour. Un petit magazine que je vendais évidemment à mes parents, hein, puisque c'était la seule personne qui était intéressée par ce que j'écrivais. Et donc, il y a vraiment cette vocation d'être journaliste, parce que j'adore raconter des histoires, et je trouve que c'est un des rares métiers qui permet de raconter des histoires à la fois touchantes et à la fois drôles. Et donc, j'ai eu plus tard dans ma carrière l'opportunité de faire du journalisme, je l'ai entre guillemets, puisque j'ai plutôt fait des piges, notamment pour le Middle pendant quelques années, pour les journaux locaux. Et l'idée, effectivement, c'était d'embrasser ma carrière de sportif et peut-être de m'ouvrir les portes après des médias journalistes. Pour tout dire, à l'heure actuelle, j'essaie de faire une VAE, donc une validation des acquis de l'expérience, pour avoir un diplôme officiel de journaliste, voilà, pour les années à venir et pour pouvoir entrer dans les médias. Ouais, du coup, tu faisais tes études là-dedans, alors Bah, pas du tout en fait, c'est parce que je suis parti dans un truc complètement différent. J'ai raté mon entrée à Sciences Po, et donc du coup je suis parti en fac d'éco. Donc j'ai fait 2 années de fac d'éco avant de présenter des concours aux écoles de journalisme. J'ai fait Toulouse, Lille, Strasbourg et Paris. L'idée effectivement c'était de rentrer là-dedans, sauf que j'avais pas vraiment travaillé. Et comme tous les branleurs de ma génération qui savent pas quoi faire, bah, une fois que t'as foiré ton premier parcours, bah, tu repars à la fac de sport. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à la fac de sport en 2002 en STAPS jusqu'à mon master, avant de repartir après en fac d'éco pour valider mon master 2 en économie du sport. Mais je t'avoue que moi j'aurais aimé à un moment donné que les portes des médias s'ouvrent pour moi, parce que je pense que tu l'as lancé un peu comme ça, mais j'étais un bon client plutôt pour les médias, aux interviews d'après-match, à chaque fois qu'on m'appelait, on savait aussi que c'était un peu la course au scoop. Et je t'avoue que pendant toute ma carrière, j'ai joué un rôle médiatique qui, je pensais, m'ouvrirait justement les portes des médias. À mon grand regret, pour l'instant, ça n'a pas été fait, mais voilà, je désespère pas. Mais tu sais, plus le temps passe et plus les gens t'oublient, et plus c'est difficile après de revenir et de refaire parler de toi. pour en revenir au terrain, en 2004-2005, il y a un événement qui change ta vie. C'est la dernière saison du top 16 avant le passage à 14 clubs. 3 descentes, un barrage. Grenoble termine 13e, descend donc en Pro D2. Et descend même un cran plus bas en Fédéral 1 pour des raisons administratives, financières. Alors pour le club, c'est dramatique, mais pour toi, c'est la chance de ta vie en fait. Exactement, c'est la chance de ma vie, parce que je pense que si Grenoble n'était pas redescendu en Fédéral 1, j'aurais jamais eu l'opportunité de jouer en équipe première, hein. La dernière année de top 16, moi j'étais en espoir, j'avais fait 22 matchs sur 22, on avait fait des demi-finalistes, on perd contre Perpignan qui est champion de France cette année-là, et j'avais le droit de faire seulement 2 entraînements avec l'équipe première. Il y avait très peu d'échanges entre les espoirs et la première, et du coup je m'étais dit de toute façon tant que le club sera en top 16, je n'aurai aucune chance. Et ma chance a été qu'à l'intersaison, il y a eu cette catastrophe, évidemment catastrophe pour le club, mais chance incroyable pour moi, puisqu'il y a que 8 joueurs professionnels qui avaient décidé de rester et de poursuivre l'aventure en Fédéral 1, et tous les espoirs qui étaient là de l'année précédente, les espoirs à quelques échelles. Et donc c'est comme ça que j'ai eu la chance de jouer en équipe première, avec l'objectif, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, on avait une saison, une année où on nous donnait le statut de professionnel pour remonter en Pro D2 et pouvoir enfin espérer signer notre premier contrat pro. Et par chance pour moi, ou je sais pas, par réussite, je sais pas, on a réussi à monter dès cette année-là, avec cas exceptionnel aussi, hein, puisque maintenant ça n'arrive plus, c'est que pour monter de la 3e à la 2e division, cette année-là, il y a eu 3 équipes qui sont montées. Contrat professionnel en Fédéral 1 en 2005, j'imagine que c'est pas les mêmes tarifs que Top 14 en 2023. Ah bah, c'est surtout que c'est pas les mêmes tarifs que la Fédérale 1 d'aujourd'hui ou la nationale d'aujourd'hui, hein. Pour tout te dire, à l'époque, moi je sortais de ma saison en espoir, et le club décidait de me donner 350 € pour jouer en Fédérale 1 en première. Cette année-là, pareil, à part, je crois que j'ai eu 3 matchs de suspension pour le seul carton rouge que j'ai eu de ma carrière qui était en Fédérale 1, mais j'ai participé à tous les matchs. Je savourais tellement la chance que j'avais de pouvoir jouer en équipe première que j'ai saisi ça à pleine main, et voilà, et dans la continuité, on a réussi à faire remonter ce club, et miracle pour moi, j'ai signé mon premier contrat pro officiel. Cette saison de Fédéral 1, vous l'avez pas hyper facile, hein, vous perdez en demi-finale contre Limoges et vous devez passer par une petite finale, tu l'as dit, contre Nîmes à Valence, dans le stade Pompidou de Valence, près de chez toi. Donc une victoire 32-25. Tu marques d'ailleurs un essai sur ce match tout à la fin.
injustement refusé pour une bagarre. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Ouais. Si. Alors, je t'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de ce match-là parce qu'il faisait très très chaud. Ouais, C'était très tard dans la saison, il faisait super chaud. t'as fait tout le Et en match. fait, pendant le match, j'avais un de mes coéquipiers qui m'avait mis son crampon dans l'oreille et qui m'avait arraché le petit morceau qui revient là de l'oreille. Et donc, j'avais dû me faire recoudre pendant le match et c'était retransmis par une télé qui s'appelait Télé Grenoble. Je t'avoue que j'ai très peu de souvenirs de ce match-là, si ce n'est de la fête qui a suivi. Là, par contre, j'ai beaucoup de souvenirs assez sympathiques. On est beaucoup sortis cette année-là, on a beaucoup fait la fête. Et en fait, les choses se sont bien passées pour nous parce que ça nous a pas empêché justement d'atteindre nos objectifs. Mais j'ai terminé la saison, j'étais vraiment sur les rotules parce que ça arrivait parfois qu'on sortait 3 à 4 fois par semaine, les semaines de match, je te parle, sachant qu'on était pro. Donc non, mais c'était incroyable. Sachant qu'on était pro, on s'entraînait la journée. J'ai un souvenir d'une soirée qu'on avait fait à l'époque avec mes célèbres acolytes qui s'appelait Yannick Lucas. On était rentré à 8h30 du matin d'une soirée et on avait entraînement à 9h et on avait dû passer par les fenêtres extérieures du centre de formation pour pouvoir aller dans nos chambres et récupérer nos affaires pour l'entraînement qui avait lieu une demi-heure après. Donc on avait réveillé un de nos coéquipiers qui dormait et disait mais qu'est-ce que vous faites? On lui a dit en fait on ne veut pas passer par l'entrée parce qu'il y avait justement les entraîneurs de la une qui étaient là et on se serait fait voir. Vous avez pas dû envoyer des offloads et des. Non, mais si tu veux, je me suis rendu compte qu'à la fin de l'année, j'avais bien subi cette année-là, mais sans regret parce qu'elle a réussi au bout. Hein. C'est sûr que si on n'avait pas réussi à monter en Pro D2, j'aurais peut-être tiré des enseignements de cette année-là. Mais en fait, c'était une recette qui marchait bien et c'est une recette que j'ai suivie tout au long de ma carrière, même en Pro D2, même en Top 14. J'ai jamais arrêté de faire la fête et de sortir avec mes amis. Le passage à la Pro D2 où tu commences à croiser des joueurs comme Tana Umaga, Gonzalo Quesada, bon ça c'était à Toulon. Tu l'as vécu comment? Bah, c'était absolument génial, hein, parce qu'on jouait, notamment, tu parles de l'épopée des Toulonnais, hein, vous avez recruté, il y avait George Gregan, il y avait Umaga, il y avait Victor Matfield. Vous avez une équipe à l'époque qui était quand même assez costaud, mais nous, ce qui était fou, c'est que les gens s'étaient attachés à nous, s'étaient attachés aux jeunes Grenoblois qui avaient décidé de rester pour sauver le club et pour lui rendre ce qu'il lui avait donné. Mais le premier souvenir de Pro D2, c'était un match à Limoges, hein, je me rappelle, on se déplaçait à Limoges, j'étais sorti à la mi-temps. Les entraîneurs m'ont fait sortir à la mi-temps. Donc, si tu veux, le premier souvenir de Pro D2, ça reste pas le plus incroyable. Mais ce qui était bien, c'est que les 2 premières années, la stratégie de recrutement à l'époque de Franck Courillon, de Sylvain Bégon, c'était de recruter en local, donc avec une vraie identité forte de territoire. Et c'était génial, même si les 2 premières années de Pro D2 ont été difficiles, hein, pour assurer le maintien. Je crois que la première année, on assure le maintien à l'avant-dernière journée. Et ça a été assez laborieux. Mais encore une fois, c'était vraiment cette identité de territoire. Les petits Grenoblois, dire que Grenoble retrouvait enfin les sommets entre guillemets du rugby pro, c'était juste magnifique pour nous. Et oui, parce que tu en as parlé, mais le club met un petit peu de temps quand même avant de rejouer les premiers rôles dans cette Pro D2. 14e la première année, 8e la deuxième, c'était un peu mieux. Après 10e, il n'y avait peut-être pas les mêmes moyens non plus qu'au RCT ou au Racing. C'était comment d'ailleurs la Pro D2 en termes de niveau à ce moment-là, toi qui l'as connu quelques années après? Ah bah c'est sûr que la Pro D2 des dernières années avait rien à voir avec celle du début, hein. Mais c'était tant mieux pour moi parce que j'étais encore en apprentissage. J'ai repris le rugby très tard, donc il fallait encore que je réapprenne des gestes du rugby et que je réapprenne tout un tas de choses que j'avais perdues dans ma formation, hein, parce que j'avais raté les plus belles années, minime cadet où là t'apprends tout un tas de choses. Mais encore une fois, moi j'ai plus le souvenir d'un groupe de copains sur les premières années avant qu'on décide de passer à autre chose quand on a vu que le club stagnait. Et ça a été justement l'arrivée. Alors, je te dis pas de bêtises, je crois que ça doit être en 2009 de Fabrice Landreau Fabrice Landreau, qui ouais. est arrivé avec pour objectif, en 3 ans, de faire monter le club en top 14. Et au bout de la troisième année, on a réussi enfin à monter en top 14. Alors toi qui as souvent dit que tu aimais le côté humain, les rapports chaleureux, l'esprit rugby, Fabrice Landreau, il a démarré sa carrière d'entraîneur en tant que binôme de Fabien Galtier. Et Fabien Galtier, c'est pas non plus le bon copain des joueurs. Est-ce que ça a toujours bien collé entre toi et Fabrice Landreau? Alors, pour rappeler le contexte, en fait, à l'époque, c'est pour ça que la Pro D2 de l'époque n'a rien à voir avec celle d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait que 2 entraîneurs pour gérer Grenoble, hein, donc je les ai cités tout à l'heure, Franck Courillon et Sylvain Bégon. Et en fait, Franck Courillon avait un vrai problème dans la gestion des humains, justement, en tout cas dans les liens avec les hommes. Et le club avait été très intelligent, c'est-à-dire qu'au lieu de le virer lui, ils avaient décidé de mettre au-dessus de lui, donc Fabrice Landreau, qui allait gérer tout ce qui est composition d'équipe, relations avec les joueurs. Et donc lui, il était chargé de cette mission-là quand Franck Courillon et Sylvain Bégon étaient chargés du terrain. Pour en revenir à ma relation avec Fabrice Landreau, en fait, je crois pas qu'on soit beaucoup apprécié, en toute franchise, mais par contre, il a toujours pu compter sur moi, et je suis reconnaissant du fait qu'il m'ait donné ma chance, à la fois en Pro D2 et à la fois en Top 14, parce que il a su comprendre, je pense, comment je fonctionnais, c'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un, il faut me bousculer pour que j'y arrive, il faut me contredire, il faut me contrarier, et je crois qu'il a compris que ça fonctionnait comme ça. On s'est pas beaucoup entendu parce qu'on est des personnalités différentes, mais moi, j'ai rien à lui reprocher dans le sens où il a vu les efforts que j'avais faits. Il m'a récompensé des efforts que j'avais fait en me mettant sur les matchs, notamment les 2 premières années de top 14 où j'ai fait 49 matchs sur 52. Donc ça veut dire qu'il avait vraiment confiance en moi. Et je pense que j'étais aussi un de ces hommes de base de la montée et du top 14. Et pourtant, hein, quand on est monté au top 14, il m'a dit on te garde parce que tu es sous contrat, mais on n'est pas certain que tu es le niveau du top 14.
Fabrice, je l'ai revu quelques années plus tard parce qu'il était venu notamment à Béziers. Son nom avait circulé pendant un petit moment à Béziers. Et il y a toujours, je pense, ce truc où on s'est jamais vraiment dit les choses, mais on s'est toujours respecté parce que lui pouvait compter sur moi sur le terrain. Moi, je savais qu'il pourrait m'aligner les week-ends, mais on n'est pas des grands copains. Voilà, ça, c'est la réalité. En 2010-2011, vous terminez deuxième de la saison régulière à 2 points du champion Lyon et vous perdez en demi-finale à domicile contre l'UBB, vous ratez le coche. Et l'année suivante, par contre, elle est à marquer d'une pierre blanche pour le club. Premier match au Stade des Alpes en novembre contre Bourgoin, même s'il faudra attendre un peu plus tard pour que ça devienne vraiment votre stade à part entière. Et le titre de champion de Pro D2 au bout de cette saison 2011-2012, vous terminez 18 points devant le deuxième, la section paloise de mémoire. Et meilleure attaque, meilleure défense, vous étiez intouchable en fait, ça devait être le pied total. Ouais, on était vraiment resté sur une dynamique incroyable. Après, on avait des joueurs aussi incroyables. Je pense notamment à Nigel Hunt, qui cette année-là avait été élu meilleur joueur de Pro D2 et qui était notre centre. Mais pour revenir à l'année 2010-2011, où on perd en demi-finale chez nous contre Bordeaux, je t'avoue que pour moi, c'était une bonne nouvelle que le club monte pas cette année. Tu vas dire, c'est étrange qu'ils pensent ça. Mais en fait, je m'étais blessé au genou et donc j'ai raté une grande partie de la saison. Et en fait, je pense que j'aurais moins savouré si on était monté et que j'avais pas été un acteur de la Et oui. montée, si tu veux. Alors qu'en 2012, l'année 2011-2012, je crois que je dois faire 25 matchs dans la saison et je me sens vraiment responsable et coupable, en tout cas, de la montée et du titre de champion de Pro D2 et de la montée en top 14. Donc, pour moi, le timing était bon. J'ai le souvenir d'avoir commenté lors de la saison 2010-2011 la demi-finale face à Bordeaux et de m'être écroulé en larmes en direct à la radio, de ne pas pouvoir participer à ce match-là et de me dire, putain, peut-être que le club va monter. Moi, je suis là depuis la Fédérale 1, peut-être que le club va monter et sur le match le plus important de l'histoire du club, je n'y suis pas. C'est difficile à dire parce que je dirais presque que j'étais content que l'équipe perde parce que je me disais, bon, voilà, il restera une année, l'année prochaine, ça sera la mienne et l'année prochaine, ça sera l'année du FCG qui finira par monter. Tu joues ton premier match de top 14 lors de la première journée à Bordeaux que vous gagnez 29-28. Toi, tu signes tes débuts avec un carton jaune. Plus sérieusement, il représentait quoi pour toi ce premier match de top 14 à 29 ans, 7 ans après tes débuts en Fédéral 1, tu l'as dit? Ouais, il y avait un vrai sentiment de vengeance par rapport à Bordeaux, puisque le hasard du calendrier, on se retrouvait à aller jouer à Bordeaux, qui l'année d'avant nous avait empêché de monter en top 14. Et c'est vrai qu'on se retrouvait premier match de la saison à l'extérieur, aucune pression, et puis on gagne sur un concours de circonstances, un peu de réussite, je sais pas comment il faut le dire. Mais je t'avoue que j'ai souvenir aussi quand même du match de la montée. On avait joué contre La Rochelle au Stade des Alpes, dans un stade qui était rempli. J'avais l'émotion qui venait en moi parce que je me disais, putain, ça y est, quoi, tu l'as enfin fait. Tu sais que l'année prochaine, tu joues en top 14. Et c'était vraiment le sentiment du devoir accompli. Mais je voulais pas que la finalité, ça soit le top 14. Je voulais que la finalité soit que je sois un joueur régulier, titulaire de mon équipe en top 14. Et sur les 2 premières années de top 14, je crois avoir montré que Grenoble a pu compter sur moi. Et si on a réussi à se maintenir les 2 premières années, et je suis en grande partie responsable. Il n'y a pas que moi, évidemment, il y a tous les autres copains de mon équipe. Mais quand tu joues troisième ligne en top 14 pour une équipe promue, je pense qu'il y a une vraie responsabilité dans ce que tu vas faire et l'impact que tu vas avoir sur ton équipe. Et vraiment, ce Stade des Alpes, rempli jusqu'à la gueule, on a je sais pas combien de matchs à guichet fermé, c'était quelque chose vraiment de fou, quoi. Est-ce qu'au début, tes premiers mois en top 14, il y avait des mecs que tu regardais en te disant ah ouais, quand même, je joue contre lui, waouh. Bah évidemment, ça m'arrivait tous les week-ends, mais si tu veux, mais il y a des gens, je prends un exemple évidemment concret, Johnny Wilkinson, tous les joueurs qui jouent contre Johnny Wilkinson savent que c'est Johnny Wilkinson. Tous les joueurs qui ont joué contre Jonathan Bess ne savent pas que c'est Jonathan Bess. En fait, moi, l'idée, c'était qu'on mette un nom sur un visage et que les gens puissent retenir le fait que j'étais un élément, un Grenoblois pur et dur, qui avait amené son club. Et en fait, l'idée, c'était vraiment cette fierté grenobloise qui m'a poussé pendant quelques années. Et c'est aussi, je pense, qui m'a amené à partir de Grenoble parce que j'étais trop grenoblois pour être dans l'équipe de Grenoble l'année 2016-2017, l'année où je suis parti, parce qu'on était déjà passé à autre chose et que c'était plus tout à fait le Grenoble que je connaissais. Tu découvres le top 14 et le top 14 apprend aussi à te connaître vraiment lors de la saison 2013-2014, un 4 janvier plus précisément, où Grenoble crée la sensation en venant battre le Toulon de Johnny Wilkinson à Mayol sur une interception de Alipete Ratini à la dernière minute. Match, mais surtout après-match légendaire avec 2 sorties médiatiques mythiques, celle de l'entraîneur de Toulon de l'époque, Bernard Laporte, qui désingue l'arbitre Laurent Cardona, il le traite de pipasse, et puis la tienne où tu dis que le RCT ne vous a pas respecté en mettant une équipe en bois. Est-ce que c'est ce jour-là que naît la légende de Jonathan Best et les médias? Je crois pas. Alors déjà, pour reprendre tes termes, je ne crois pas avoir été une légende de mon sport. Et en fait, c'est 2 événements différents. Quand j'avais dit que Toulon était venu avec son équipe en bois, c'était un match au Stade des Alpes. Donc c'était pas lors de cette occasion-là. Mais évidemment, cette histoire du 4 janvier 2014, elle restera parmi les moments les plus forts parce qu'il y avait eu tout le scandale médiatique qui avait été créé par Bernard Laporte, qui avait sabordé l'arbitre du match. Je crois que cette année-là, le 14 février 2014, je me rappelle, parce que c'était le soir de Saint-Valentin, on était troisième du top 14
14, à peine un an et demi après être remonté en top 14, et tout le monde se disait, c'est incroyable, les Grenoblois, ils ont vraiment une âme, ils ont vraiment un état d'esprit irréprochable. Malheureusement pour nous, je crois, sur les 7 ou 8 dernières journées, on fait 7 défaites, un match nul ou quelque chose comme ça. Donc on finit 12e, 11e ou 12e. Et vraiment, cette dynamique a été cassée. Mais comme je te l'ai dit, en fait, ce match du 4 janvier 2014, il est important. Pourquoi? Parce que qui dit 4 janvier dit qu'on a changé d'année quelques jours avant et que le 1er janvier, moi, j'avais terminé à 9h30 du matin en faisant une soirée avec un de mes meilleurs potes qui s'appelait Antoine Robichon, qui est aujourd'hui entraîneur d'un club en Fédéral 3 et aussi entraîneur de l'équipe de France militaire qui a été championne du monde. C'est important d'en parler quand même. Ça montre qu'on peut faire la bringue et avoir des compétences. Et donc, on était entré à 9h30 du matin parce que tu te doutes bien que quand j'avais vu le calendrier, hein, j'avais vu déplacement à Toulon, j'avais jamais coché ce match-là dans la liste des matchs à gagner. Et donc, j'étais obligé, évidemment, le samedi 4 janvier, de me refaire une soirée pour fêter la victoire à Toulon face à l'équipe des Galactiques toulonnais qui avait d'ailleurs enchaîné 3 titres de champion d'Europe dans la foulée. Vous aviez une particularité avec Grenoble durant ces années, tu l'as un petit peu effleuré, c'était de faire un championnat sur 15 journées à peu près. Et après, ça a plié bagage. Roue libre, ça partait en vacances. Plus sérieusement, vous étiez très fort sur la première partie de saison et vous vous écrouliez toujours en deuxième partie de saison. Comment tu l'expliquais? Est-ce que c'était pas bizarre à vivre? Non, mais par rapport aux autres équipes, on avait un effectif limité, je dirais pas en quantité, mais plutôt en qualité, en suppléance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que on savait que en faisant tourner l'équipe, on avait plus de mal à gagner. Donc il y a aussi la longueur des championnats. On découvrait aussi la montée en top 14, aussi la découverte de la Coupe d'Europe. Même si tu joues la deuxième Coupe d'Europe, tu laisses un peu du jus. Et puis en top 14, à l'époque, tu jouais le 27 décembre et le 4 janvier, quoi. Donc si tu veux, il n'y a pas de temps mort. Et c'est vrai que dans la durée, on a fini par s'écrouler de fatigue, j'ai envie de dire. Et les 2 premières années, mine de rien, on s'en sort pas trop mal. Heureusement qu'on a pris un maximum de points sur les premières journées. Alors, est-ce qu'on a joué sur le fait d'être une nouvelle équipe et que les autres nous prenaient peut-être un peu de haut? Il y a sans doute de ça, mais je pense aussi on avait une vraie conviction et des vrais arguments à proposer. Et par contre, la fatigue ne nous aidant pas dans la continuité. Et c'est au grand regret de ne pas avoir pu participer, notamment sur cette saison 2013-2014, même ne serait-ce qu'un petit tour de phase finale en top 14. Ça aurait été incroyable, mais on en était loin malheureusement à la fin de la 26e journée de top 14. Toi, tu as joué avec de très bons joueurs. Pour ma part, j'aimais beaucoup cette troisième ligne que vous formiez avec Fabien Alexandre et Henri Van der Glas, très efficace. Mais il y a un joueur qui, pour moi, sortait un peu du lot, qui n'était pas un avant, c'était un arrière, c'était Joe Aplon. Est-ce que c'est le meilleur avec qui tu es joué? Et est-ce que ça n'a pas été aussi un des joueurs les plus sous-cotés de ce championnat? Ouais, je sais pas, nous, il est arrivé, il a souvent été blessé, il avait des gros problèmes au tendon d'Achille notamment, et quand on sait que c'est un joueur explosif, qui me fait penser, moi, à Chelsea Colby, hein, c'est le même type de joueur, hein. Des fulgurances dans les accélérations, et il avait ces vrais problèmes de tendon d'Achille. Donc il était assez fragile, il s'entraînait pas toujours avec nous, parfois il venait juste faire la mise en place, il venait juste faire le match le week-end, donc c'était assez particulier de la façon dont il était géré dans l'effectif. Mais les années top 14, il y a eu des joueurs assez incroyables, je pense à un joueur comme Rory Grice, qui est un joueur assez incroyable, qui se retrouve aujourd'hui en Pro D2 pour d'autres raisons, malheureusement pour lui, des raisons hors du terrain. On a eu Chris Farrell, qui depuis s'est retrouvé international irlandais. Je pense que tout fonctionnait bien parce que tout le monde travaillait plutôt au service du collectif. Et l'année où c'est parti un peu en sucette, c'est-à-dire l'année 2016-2017, c'est parce qu'il y avait beaucoup trop d'individus au sein du collectif qui ont fini par tuer l'état d'esprit qu'on avait mis autant de temps à construire. Alors toi, tu te blesses gravement à l'épaule juste avant de reprendre la saison 2014-2015. Et ce temps hors des terrains, tu le rentabilises en reprenant ton cursus scolaire que tu avais interrompu 10 ans plus tôt. Master 2 de stratégie économique du sport et du tourisme, si je ne m'abuse. Tu dis d'ailleurs, je n'aurais jamais pu terminer mes études si je ne m'étais pas blessé. Est-ce que le Jonathan Best, 32 ans, joueur de top 14, il était le même à la fac que celui de 22 ans anonyme? Alors, ce qui est particulier, c'est que cette blessure, elle est pas arrivée au bon moment pour moi parce que je sortais de 2 belles saisons de top 14. Hein. Les 2 premières saisons, c'est 49 matchs sur 52 pour moi en top 14. On était parti en tournée en Argentine. Fabrice Sandon nous avait permis de faire deux matchs contre les Pumas. Donc, c'était fin juillet et début août de l'année 2014. Et malheureusement, à 2 semaines du début du championnat, je me pète les tendons de la coiffe en Argentine. Je te laisse imaginer les 12 heures d'avion pour rentrer chez moi avec l'épaule dans la boîte à gants. Ça a été un souvenir assez douloureux. Mais quelques temps après, le chirurgien me dit, de toute façon, tu joueras pas de la saison, profites-en pour faire autre chose, t'as besoin. Et j'ai mon ancien entraîneur universitaire qui était responsable du master qui m'appelle et qui me dit, Johan, t'as toujours été un peu un branlot, mais profites-en, comme tu vas pas jouer cette année, profites-en pour valider ton master, tu verras, ça te servira toujours. Et effectivement, j'ai eu l'opportunité, avec un emploi du temps aménagé, notamment sur le deuxième semestre, hein, quand j'avais repris un peu les entraînements avec Grenoble, de pouvoir valider mon Master 2, ce qui me permet aujourd'hui d'avoir l'activité professionnelle que j'ai.
Et donc sans regret, évidemment, si ce n'est que j'étais dans une dynamique, je sortais d'une sélection avec les Barbarians français. Je pensais vraiment qu'il y avait Clermont-Ferrand. d'autres choses qui allaient s'ouvrir pour moi. Et voilà. Et donc d'un moment de faiblesse, j'en ai fait une force, puisque ben voilà, le temps de cogiter sur la blessure, j'étais déjà parti sur autre chose en décidant de valider mon bac+5 et vraiment sans regret par rapport à ce choix-là. D'ailleurs, c'est marrant, tu parles des Barbarians. C'est vrai, tu as une sélection avec les Barbarians. Je crois que tu as joué avec des joueurs comme Aurélien Rougerie Ouais, effectivement, c'était lui le capitaine dans un jeu contre les Samoans à à Clermont. Clermont. Ouais, il y avait entre autres Pierre Rabadan, Julien Bonner, Gérard Vosselot, François Trinduc, parce qu'à l'époque, il y avait quelques joueurs des Barbarians qui représentaient la réserve de l'équipe de France. Et donc François Trinduc avait joué avec nous parce qu'il n'avait pas été pris avec l'équipe de France A, je sais pas comment il faut l'appeler maintenant. Donc on s'était retrouvés, il y avait Eni Adams, l'ancien demi-de-mêlée de Bordeaux, on s'est retrouvé avec Thibault Lassalle, on avait Robin Tchalewachou, voilà un peu l'équipe qu'on avait. C'était quand même, on avait de quoi voyager, on avait battu les Samoans. Alors, une semaine avec les Barbarians, je pense que ça vaut 10 ans chez les pros en termes de fatigue physique et de bringue. Mais ça Même à reste un Clermont-Ferrand. souvenir. Pas de chance pour moi. La seule année où j'ai joué avec les Barbarians, c'était une année où il n'y avait pas de tournée. L'année d'avant, ils étaient partis au Japon. Et l'année d'après, ils partaient en Argentine. Et moi, j'ai joué le match à Clermont. Bon, même si ça reste une belle expérience, c'était voilà. Et puis j'ai l'autre particularité plus tard d'avoir joué pour notre équipe de Barbarians qui s'appelle les Barbarians Suisses. Donc c'est assez rare aussi qu'un joueur ait joué pour plusieurs équipes de Barbarians. Toi, tu joues que 3 matchs l'année où tu te pètes l'épaule, donc tu as un peu de temps aussi à perdre, il faut le dire. Et du coup, tu te retrouves à un nouveau hobby aussi, c'est Twitter en 2015, tu t'y inscris, et là encore, ça change un peu ta vie, puisque ça te mènera à l'Olympia un peu plus tard avec un trophée pour cette affaire-là. Est-ce que tu peux nous raconter? Ça mènera à ma fin surtout. Alors c'est vrai que Twitter c'est parti un peu plus tard. Twitter j'ai commencé au moment où je sentais que le vent avait tourné pour moi du côté de Grenoble, donc je m'y suis mis un peu plus tard. C'était pour occuper les week-ends où j'étais pas choisi pour aller faire les matchs. Et donc 2015 c'est l'année où je crée mon média. Donc j'avais jamais abandonné l'idée d'être journaliste. J'avais créé un média sur Grenoble qui s'appelle LSD, le sport dauphinois. Et donc l'idée c'était pour faire connaître le média, on avait décidé de faire plusieurs choses. La première c'est qu'on avait lancé les défis de John. Où moi en tant que rugbyman j'allais défier les sportifs dans leur discipline. Donc on avait fait du basket féminin, du volley masculin et surtout cette fameuse vidéo de pole dance où j'étais allé défier moi des femmes spécialistes du pole dance. Et ça a été combiné avec mon départ de Grenoble où comme je n'avais pas d'agent en fait je m'étais mis en vente sur le Bon Coin. Et donc le combo le Bon Coin plus le pole dance m'avait valu le trophée inutile mais unique. Je suis le seul aujourd'hui à détenir le trophée du joueur digital top 14. J'avais battu notamment Dan Carter et Benjamin Fall. Bon, c'est peut-être la première fois de ma vie où je suis devant eux sur un classement sportif. Avec le recul, je l'aurais fait différemment parce que c'est ce qui a précipité ma fin d'histoire à Grenoble, parce que les entraîneurs, les présidents n'ont pas compris que je jouais un personnage, que le personnage médiatique des réseaux sociaux que j'étais n'était pas le personnage que j'étais dans la vie de tous les jours. Et malheureusement, il y a eu un peu une confusion de genre. Et bon, je suis assez provocateur, notamment dans mes tweets, même si je me suis un peu calmé depuis quelques temps. Mais la provocation a fait que tout le monde pensait que je m'exprimais au nom du club, alors que pas du tout. Je m'exprimais au nom de moi, Jonathan Best, en tant qu'entité, personne. Et ça a été assez compliqué. Ça a été mal perçu par mes camarades. Il y en a quelques-uns qui ont fait remonter les infos au staff. Et ça m'a valu des inimitiés dans le vestiaire jusqu'à finir par me battre avec des camarades de club à l'entraînement et précipiter mon départ vers Béziers. Ah ouais, tu sentais de la méfiance dans le regard, genre lui, faut pas trop lui parler, c'est une taupe, il va peut-être raconter, je sais pas. Ouais, et surtout quand on a créé le média, là, tout le monde était persuadé qu'en fait je sortais des informations du vestiaire. Et tu te doutes bien que si je sortais des informations du vestiaire, notre média aujourd'hui, il aurait pas la notoriété qu'il a, puisqu'on aurait sans doute des informations que personne d'autre n'aurait pu avoir. Et en fait, il y a eu un événement notamment, alors ça doit être en 2016, je crois, où Fabrice Andro avait fait le tour de tous les avants en disant qui a envie de continuer avec Sylvain Bégon, qui a envie de travailler avec lui. Donc moi je le connaissais depuis les espoirs, il m'avait entraîné en Pro D2. Donc moi j'ai dit écoute, moi je suis tout à fait content de ce qui se passe. Et en fait il y a plein de joueurs qui avaient décidé de plus travailler avec lui. Donc on nous réunit un matin dans la salle vidéo où on annonce en fait que Sylvain Bégon ne sera plus l'entraîneur des avants. Donc la réunion dure longtemps. Moi je me lève en disant je comprends pas pourquoi vous faites ça. Il y a personne qui a assumé, qui lui a dit correctement les choses. Et en fait notre entraînement était prévu, je dis une connerie, je sais plus exactement, mais était prévu à 9h30. Et mon associé qui était à l'époque sur tous les entraînements du FCG, parce que les entraînements étaient libres, on pouvait faire des interviews, des vidéos d'entraînement sans problème. Il ne nous voit pas sortir, donc 9h30, 10h, 10h30, et il trouve ça bizarre. Et en fait, quand il s'approche du terrain, il croise l'ancien président du FCG. Et donc, Hugo, mon associé, lui dit, tiens, comment ça se fait que les joueurs sont pas sur le terrain? C'est bizarre. Il y a un vrai problème. Et en fait, le président lui dit, écoute, on vient d'annoncer aux joueurs qu'on ne garde pas Sylvain Bégon. Donc mon associé lui dit bon ça y est c'est officiel, vous l'annoncez aux joueurs, je peux donner l'information. Et donc tu sais maintenant avec le numérique, un quart d'heure après l'information était sur les réseaux sociaux et en particulier sur notre site internet. Et tout le monde
Et encore aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de gens qui sont persuadés que l'information vient de moi, alors que c'est le président qui n'a jamais assumé le fait qu'il avait donné cette information. Alors, il s'est fait avoir, peut-être, parce qu'il pensait pas que l'information sortirait aussi vite. Mais à partir de ce jour-là, évidemment, il y a eu de la méfiance de mes camarades. Il y en a certains qui ont dit que c'était inadmissible, que j'ai une autre activité en dehors du rugby. Voilà. Et ça a fini par cristalliser certaines rancœurs. Puis je me sentais plus tout à fait à l'aise parce que je perdais du temps de jeu et que je me sentais pas à l'aise dans ce vestiaire-là, jusqu'à vouloir pousser la porte en 2016. Je voulais partir déjà à l'intersaison en 2016. On m'avait dit non, tu peux pas partir, on a besoin de toi. Et puis finalement, je suis parti en novembre 2016. Elle est dure cette année 2016 pour toi. T'entres plus dans les plans du coach irlandais Bernard Jackman qui te le dit d'ailleurs clairement. C'était pas l'amour fou entre vous deux, je crois. Bah en fait, ce qui est particulier, c'est quand il est arrivé à Grenoble, il est arrivé comme un entraîneur de la défense. À partir du moment où il était entraîneur de la défense, tout s'est bien passé. Il nous a amené une technique très irlandaise. On sait que c'est quand même la force des Irlandais, hein, la défense notamment. Hein. Il nous a appris notamment ce qu'il y a des choke balls, tu sais, la capacité côté à garder un joueur debout pour récupérer le ballon. Donc on a beaucoup bossé là-dessus. Et une fois, il m'avait pris en aparté, il m'avait dit, à l'époque, c'était Yannick Bru qui était entraîneur des avants de l'équipe de France. Et Bernard Jackman avait envoyé un mail à Yannick Bru en disant, vous devriez regarder Jonathan Best qu'on a chez nous parce qu'aujourd'hui, c'est pour moi, c'est ce que m'avait dit Bernard Jackman. Hein, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais il m'a dit pour moi aujourd'hui, c'est le meilleur plaqueur-gratteur qu'on a en top 14 et vous devriez peut-être lui donner sa chance en équipe de France. Ça, c'était 2014. Et 2016, il me dit, de toute façon, tant que je serai manager, tu ne rentreras pas dans les pans, tu joueras quand les titulaires seront blessés. Et en fait, j'ai appris bien plus tard qu'il y a eu une certaine incompréhension, c'est-à-dire que Fabrice Landreau, qui est encore dans le staff, mais qui avait pris un peu de recul, aurait dit à Bernard Jackman que je ne voulais jouer que deuxième ligne. C'est une phrase que j'ai jamais prononcée. Et en fait, quand j'ai rencontré Bernard Jackman, je lui ai dit non, maintenant que les deuxièmes lignes sont revenus de blessure, moi, je veux jouer troisième ligne. Et il était persuadé, en fait, que j'avais menti et que j'avais essayé de mener ma barque différemment. Donc, il y a eu beaucoup d'incompréhension jusqu'à ce que quelques années plus tard, quand j'ai atterri à Béziers, il m'envoie un message sur LinkedIn pour me dire, tu sais, en anglais, hein, évidemment, tu sais, John, je crois que c'est dommage qu'il y ait eu autant d'incompréhension entre nous parce que les choses auraient pu être différentes. Voilà. Surtout quand on s'appelle Best, on pourrait penser que je suis irlandais, donc ça aurait été peut-être plus sympa d'avoir des discussions franches et massives ensemble. Mais voilà, Bernard Jackman, c'est aussi celui qui m'a poussé vers la sortie, novembre 2016, et je crois qu'il se fait virer de Grenoble en janvier ou février 2017, quelques mois après, notamment par rapport à cette affaire du viol à Bordeaux, hein, dont on devrait parler dans pas longtemps, puisque je crois que malheureusement les joueurs doivent passer en cours de cassation, nous, Oui, massive. ça passe bientôt, mais c'était tes coéquipiers d'ailleurs, t'en as parlé, Farrell, Ouais, Rory Grice. ouais, exactement. Alors c'était mes coéquipiers, oui, mais moi pour le coup j'étais déjà parti de Grenoble. Alors je sais pas exactement ce qui s'est passé ce soir-là, mais dans tous les cas, s'il s'est passé des choses avec cette jeune femme et qu'elle n'était pas d'accord, moi ça a beau être mes anciens coéquipiers ou des garçons que j'apprécie, il faut qu'ils soient punis s'ils ont fait des choses qui étaient pas tolérables et pas acceptables. Sur le moment, tu t'étais exprimé quand même, je me rappelle. Ouais, mais en fait, malheureusement, ça m'est revenu un peu aux oreilles, notamment sur mon Facebook, où j'ai certains de mes anciens coéquipiers qui m'ont dit, ah, tu te rends compte, tu peux pas dire ça, tu sais pas ce qui s'est passé. Et malheureusement, je vois que l'affaire date de 2017, que ça a traîné jusqu'à maintenant et qu'ils vont finir par être jugés, en tout cas passer devant un tribunal. Mais je veux dire, il y a des comportements aujourd'hui intolérables. Je reviens aussi tu vois, sur un petit événement qui s'est passé dans mon club de Romans. Je sais pas si tu as suivi les infos. Oui, Le jeune garçon qui s'est fait tuer malheureusement lors d'une fête samedi dernier. Thomas, Euh, Hiroto. ouais, le petit Thomas, si tu veux, aujourd'hui, on se doit d'avoir un comportement irréprochable. Là, pour le coup, le petit Thomas avait eu un comportement irréprochable et j'ai l'impression que la société dans laquelle on est, moi, j'étais totalement déconnecté de cette société-là parce que le rugby reste un microcosme, on est assez protégé, c'est une bulle. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, cette société fait que les gens se détestent les uns les autres et qu'on n'a pas envie d'être ensemble. Et ça me fait de la peine de me dire que le monde est en train de devenir comme ça. Donc, si tu veux, pour moi, il faut sanctionner les gens qui se comportent mal parce qu'il faut donner un avenir bon pour nos enfants, et que ce soit dans le rugby ou dans la vie de tous les jours, il y a des choses sur lesquelles il faut pas transiger. Tu parles de détestation, mais t'en as parlé aussi tout à l'heure, mais vous êtes quand même foutu sur la gueule avec des coéquipiers d'entraînement. Enfin, bon, maintenant, il y a prescription, donc tu peux raconter, mais ça a été devenu à un point où tu détestais les mecs et les mecs te détestaient. Exactement. Bah, t'as tout résumé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand t'as l'impression de faire tous les efforts nécessaires et qu'on te donne pas ta chance le week-end pour jouer et que tu vois les comportements de certains dans les vestiaires et en dehors des vestiaires qui sont pas très clean, si tu veux, moi, je pense avoir toujours été quelqu'un d'honnête et de droit et de franc. Et quand j'avais quelque chose à dire, je le disais en face à face. Et je sentais qu'il y avait certains garçons qui n'étaient pas francs du collier. Et j'en suis venu aux mains à l'entraînement à plusieurs. Alors, je sais pas si je cherchais absolument le clash pour que le club ait une bonne raison de pas me garder. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est terminé. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de garçons que je ne supporte plus et que je n'aimerais pas recroiser dans ma vie parce que pour moi, c'est des gens qui n'ont pas été respectueux et du club et de notre équipe de l'époque.
Il y a des mecs avec qui tu partageais le vestiaire, ça devait être irrespirable, un peu comme Ouais, ambiance. ouais. Bah, c'était terrible parce que la dernière année notamment, dès le lundi, ils annonçaient le groupe qui avait préparé le match du samedi. Et en fait, dès le lundi, moi, je m'entraînais avec le centre de formation, les joueurs blessés, avec le préparateur physique ou avec l'entraîneur des skills, quoi. Voilà. C'est-à-dire que moi, dès le lundi, je savais que toute la semaine, je serais quasiment tout seul avec les jeunes du centre de formation, quoi. Donc c'était assez terrible et j'ai eu la sensation qu'on me manquait un peu de reconnaissance, même si je veux pas qu'on fasse une statue à mon nom au club et qu'on me moule un siège à la forme de mes fesses, si tu veux. Mais je pensais que pour ce que j'avais apporté à ce club, je méritais un tout petit peu plus de dignité, de respect. Tu trouves vite un club, donc Béziers, tu l'as dit, en Pro D2. C'était pas dans tes plans de quitter Grenoble et j'imagine que tu devais en avoir gros sur la patate, comme on dit, malgré l'atmosphère dont on a parlé des dernières semaines. Plus de 300 matchs dans un club, ça s'oublie pas comme ça. Est-ce que tu as réussi à vite switcher ou il y a eu du spleen quand même pendant quelques temps? Non, bah, ce qui était particulier, c'est qu'il fallait changer complètement de contexte, changer d'environnement, partir avec les enfants. J'avais ma fille qui était née, donc il fallait tout déménager. Moi, c'est la première fois que je partais de Grenoble, que je changeais de club, donc il fallait découvrir un nouvel environnement. Et puis en plus, comme j'avais signé à Béziers, à l'époque, c'était Romain Carmignani et Manny Edmonds qui étaient les entraîneurs. Le club était dernier de Pro D2, 16e, rien n'allait. Donc je fais une rencontre avec eux. Et 2 semaines après, ils se font virer. Donc, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est c'est un signe du destin. Les choses sont pas faites pour moi. Et dans la foulée, ils annoncent la signature comme entraîneur de David Ocagne et de David Girard, qui signent au mois de décembre. Et ils m'appellent quelques semaines après en me disant, écoute, on sait que tu as eu déjà des contacts avec le président. Nous, un accord est un accord. Ils avaient décidé de te faire venir. Donc nous, on est d'accord pour que tu viennes. Et donc ça, c'était, je crois, de mémoire le 28 décembre. Et il fallait que le 3 janvier, je sois à Béziers pour le premier entraînement, quoi. Du coup, bah voilà, tu retrouves le plaisir du temps de jeu. En novembre 2017, tu deviens international à 34 ans. Alors, international algérien. Comment est-ce que les choses se font? C'est pas le plus grand des hasards, c'est qu'à l'époque de mon média, j'avais deux jeunes espoirs du FCG qui m'avaient appelé en me disant on va faire un stage de rassemblement avec l'équipe d'Algérie. Est-ce que tu peux faire un article pour le site? Donc je lui dis oui, pas de souci, donne-moi les informations. Donc je fais l'article pour le site et à la fin de la discussion, je lui dis tu sais c'est rigolo parce que moi aussi je pourrais jouer pour l'équipe d'Algérie parce que mon père est né en Algérie. Et donc je dis ça, mais vraiment une discussion informelle. Et je sais pas, 2-3 semaines après, je reçoit un coup de fil d'Alam Boumedienne qui était sélectionné en équipe d'Algérie qui me dit alors comme ça tu peux jouer pour l'équipe d'Algérie. Et donc là on est en novembre 2017 et il me dit je t'appelle parce que on veut se qualifier pour la Coupe du Monde 2023 en France. On est en 2017, tu vois. Et moi je lui dis bon ok, pas de souci, c'est génial. Hein. Je lui dis où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Ben il me dit dans 3 semaines on joue la finale de 3e division d'Afrique contre la Zambie. Donc je lui dis, donc tu me dis que là, vous jouez la finale de 3e division d'Afrique, et tu me dis qu'en 2023, vous l'êtes à la Coupe du Monde en France. Donc je l'ai pris évidemment pour un fou, et puis j'ai décidé d'accepter parce que ça me paraissait une belle aventure. Et sans regret, le regret aujourd'hui, c'est de l'avoir découvert que trop tard, cette sélection, et de ne pas avoir pu vivre notamment les dernières phases de qualif pour la Coupe du Monde qui avait lieu à Aix et à Marseille, où malheureusement, on va dire, j'ai eu des problèmes familiaux qui font que j'ai pas pu participer à ces phases de qualif en ayant commencé en 3e division. Donc c'est un peu le parallèle entre ma vie en sélection et ma vie en club, 3e division, 2e division et première division. Donc c'était assez rigolo qu'à la fois l'équipe d'Algérie, à la fois le club de Grenoble m'ait fait évoluer dans les 3 niveaux différents. Ton papa, il est pied noir, c'est ça? Ah, exactement. Il faut faire attention quand on parle de pied noir pour l'équipe d'Algérie. Je sais que ça a parfois pu poser certains problèmes par rapport au fait qu'un pied noir n'est pas forcément un Algérien. Mais si tu veux, moi j'ai jamais senti ça au sein du groupe, au sein de l'effectif. J'étais le seul joueur pro à l'époque de novembre 2017 à accepter de partir au fin fond de la Zambie. On a fait 36 heures de voyage pour 24 heures sur place, quoi. Un truc Ah ouais. absolument incroyable. Et le fait que mon papa soit pied noir, c'est vrai que mes grands-parents, notamment, nous ont jamais parlé de l'Algérie. Et ça a été aussi une façon pour moi de me raccrocher à ma vie de famille, à mon histoire de famille, et de redécouvrir ce que pouvait être la vie des Français en Algérie. Je me suis accroché à cette sélection. Pourquoi? Parce qu'à plusieurs reprises, on nous a dit, un jour, vous irez jouer en Algérie. Un jour, on vous promet qu'il y aura un match à Alger. Et malheureusement, sur les 8 sélections que j'ai, on n'a pas joué une seule fois en Algérie. Et mon papa, pour la première fois de sa vie, il est retourné en Algérie il y a quelques mois en arrière. Et malheureusement, j'ai pas pu partager ça avec lui, mais j'aurais aimé retourner sur la terre de mes ancêtres pour essayer de comprendre ce qu'a pu être leur vie en Algérie pendant autant d'années. Pour retourner au club à Béziers, ton premier retour au Stade des Alpes avec un autre maillot que celui de Grenoble, après avoir joué 15 ans là-bas, niveau émotion, c'était comment? Ouais, c'était fort, c'était très fort, forcément, parce que je connaissais tout le monde. J'essayais de mettre ça de côté. Les années où j'étais à Béziers, on n'a pas gagné à Grenoble, mais le match retour où on reçoit à Grenoble, je crois qu'on gagne, et même assez largement. Donc il y a aussi un peu ce sentiment de vengeance, même si c'était plus les mêmes dirigeants, même si c'était plus les mêmes joueurs. Moi, je fonctionne aussi comme ça. Quand les gens me disent que je vais pas y arriver, j'ai envie de leur prouver qu'ils se
trompe. Et l'expérience à Béziers, elle a été plutôt forte parce que j'ai redécouvert un peuple qui aime le rugby, un club historique, mais malheureusement qui vit encore un peu dans le passé, hein, en pensant que le rugby des années 80 est le même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut aussi d'abord des moyens financiers. La deuxième saison, vous allez en phase finale. Vous perdez, je crois, contre Mont-de-Marsan, le stade Montois. Ouais, c'est ça. On se qualifie, barrage à Mont-de-Marsan qu'on perd malheureusement, sachant que l'année d'avant le club était 16e à Noël. Moi j'arrive, en cours de saison, on me confie le capitanat à partir du mois de janvier 2018, avec notamment une victoire à Perpignan, où mes histoires avec le peuple catalan ont commencé. Et on fait une belle fin de saison, notamment je crois qu'on fait les 8 derniers matchs sans défaite, avec un match nul, un Nevers je crois dans la boucle. Et on finit par se qualifier avec la seule phase finale en Pro D2 que j'ai fait, hein, puisque celle qui avait été faite par Grenoble, j'avais pas participé. Et puis l'année du titre, on a été champion parce qu'on a fini premier. Un seul match de phase finale en Pro D2, ça reste assez mince pour quelqu'un qui a fait plus de 250 matchs en Pro D2. Mais bon souvenir du coup, j'imagine quand même. Ouais, c'était chouette parce que en fait sur la dernière partie de la saison, le public biterrois nous suivait de partout. On avait joué à Colomiers, on avait joué à Narbonne. À l'époque, Narbonne était en Pro D2. On avait gagné 68-20 à Narbonne. Je te laisse imaginer le Narbonne-Béziers. Et donc le public biterrois s'était déplacé en match. Je me rappelle à Colomiers, on gagne à Colomiers où à la fin de l'échauffement, on a fait une méthode très à l'ancienne. Moi en tant que capitaine, j'ai dit au mec. En fait, on fait le tour du terrain et on va passer dans l'embut de Colomiers dans le but de les provoquer, tu vois. Donc, on passe dans l'embut de Colomiers qui était en train de s'échauffer. Donc, vraiment, de l'intox à l'ancienne, on gagne à Colomiers. Et donc, on sentait un engouement, les gens qui nous suivaient, pas mal de gens qui s'étaient déplacés, notamment à Mont-de-Marsan. Et je crois qu'on termine à égalité de points à Mont-de-Marsan et c'est le goal average particulier qui fait qu'on ne peut pas recevoir ce barrage. Si on avait reçu ce barrage, je pense qu'on aurait fait un tour de plus. Mais c'était l'engouement du public biterrois dès que son équipe gagne, il est absolument incroyable. Et donc, c'est cette saison que commence ton histoire avec Perpignan. Tu as parlé de cette victoire à Perpignan. Est-ce que c'est ça qui a déclenché les hostilités? C'est quoi exactement? Et est-ce que tu prenais une forme de plaisir à ces petites luttes verbales? Bien sûr, je prends une forme de plaisir parce que les gens réagissent au quart de tour et que c'est très rigolo. Pour la petite anecdote, quand même, hein, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon père et ma mère ont grandi du côté de Perpignan. C'est-à-dire que ma mère, elle, pour le coup, catalane, pure et dure, hein, notamment à Tuire, hein, un tout petit village à côté de Perpignan. Donc c'était assez rigolo de voir comment le public catalan me prenait en grippe. Je donne un autre exemple. Le cousin de ma cousine, donc ma cousine, mais son cousin de l'autre côté de sa famille, est un supporter indéfectible de l'USAP et il faisait partie des gens qui m'insultaient quand on jouait à Aimé Giral, quoi. Moi, évidemment, je prenais un malin plaisir, mais jusqu'à une certaine limite, parce que parfois, c'était quand même assez dérangeant ce qui pouvait être dit, ce qui a été repris plus tard par les supporters de Béziers, notamment pendant l'affaire Dominici, où j'ai reçu des menaces, notamment vis-à-vis de ma famille, en me disant, on sait où tu habites, on sait où tes enfants vont à l'école. Ça allait loin, hein. Ouais, là, je trouvais que ça allait un peu loin. Ouais. Du coup, tu as utilisé le bouton bloquer. Exactement. Pas mal. Jusqu'à ce qu'il y ait deux supporters de l'USAP qui fassent un post, notamment en me demandant de les débloquer. Je trouve que c'est dommage parce qu'on avait vécu un avant-match, notamment à Aimé Giral, où le match n'avait pas commencé, qu'on s'était déjà fait insulter dans tous les sens, quoi. Et les 4 ans que j'ai fait à Béziers, on gagne quand même 2 fois à Aimé Giral. Donc à un moment donné, il y a ce que les gens disent, et il y a ce qui se passe sur le terrain, et la réalité, c'est qu'on a gagné 2 fois à Aimé Giral en 4 ans avec la SBH, quoi. En 2020, c'est le début du Covid. La saison 2019-2020 est arrêtée. Et puis, il y a cet épisode du vrai-faux rachat de Béziers. Tu en as parlé par un investisseur émirati représenté par Christophe Dominici. Et toi, on peut pas dire que tu l'as bien vécu, hein, ce passage. Bah non, c'est très simple, hein. Quand tu lis dans le Midi Olympique, si le rachat se fait par la bande à Dominici, le premier joueur qui ne sera pas gardé sera Jonathan Best, parce qu'il devait intégrer le staff. Des infos complètement hallucinantes et complètement fausses. Quand tu lis que la première personne qui sera pas gardée si Dominici rachète le club, c'est toi, bah t'as tout intérêt en fait à ce que la vente se fasse pas. Ça paraît logique quand même. En plus, moi j'avais des bons contacts avec les présidents à l'époque, hein, avec messieurs Vallès et Bistuet, qui me disaient il y a tout un battage médiatique qui se fait autour de cette affaire, mais la réalité c'est que ces gens-là n'ont pas d'argent, pas de vrai argent pour acheter le club. Donc n'écoute pas ce qui se dit dans la presse, la réalité c'est qu'ils n'ont pas d'argent pour acheter le club. Et puis tu sais, tu t'es baladé entre le fait de lire ce que tu vois dans les médias, ce qu'on te raconte d'un autre côté, et tu finis par croire qu'en fait cette histoire est possible et que ces gens-là viennent vraiment pour acheter le club. Et donc j'ai fini évidemment par prendre la défense des anciens présidents en disant que voilà, moi ça m'intéressait pas de voir venir 3 Australiens, 4 Sudaf et 2 Néo-Zélandais à la SBH. Ce qui m'intéressait, c'était qu'on puisse terminer notre saison. Mais c'est arrivé à l'intersaison, c'est compliqué parce que moi j'étais capitaine, les gars m'appelaient en me disant est-ce que tu crois qu'on va être gardé, est-ce que nos contrats vont être encore valables, comment ça va se passer. Et moi j'étais un peu là pour donner des infos que je n'avais pas forcément. Et donc ça a été assez compliqué et pénible à gérer. Ça a un impact dans ta décision d'arrêter le rugby pro ou c'est un ensemble de choses parce que tu avais quand même 38 ans aussi Non, c'est que j'ai vraiment
vraiment mal vécu cette dernière année parce que après l'histoire de Dominici, la saison reprend. Je suis convoqué par les entraîneurs. J'étais capitaine quasiment depuis la fin de la saison 2018. Les entraîneurs me convoquent en me disant, tu sais, avec ce qui s'est passé à l'intersaison, ça nous paraît plus judicieux de te retirer le capitanat. Tu comprends, les supporters, ils vont pas entendre que tu continues de capitaine. Et forcément, ça m'a usé à la longue. Alors je crois que je termine sur une saison à 27 matchs quand même pour un vieux de 38 ans. Et en fait, Béziers voulait me garder une année supplémentaire et c'est moi qui ai décidé de pas y aller parce que je me sentais plus dans mes baskets là-bas, quoi. Voilà. Du coup, ton dernier match en professionnel, c'est un Béziers-Mont-de-Marsan au stade de la Méditerranée, une défaite 20-13. Est-ce que tu as eu droit, après le match, au petit hommage sur la pelouse avec les enfants? Non, j'ai pas eu droit à cet hommage-là, mais les joueurs avaient été plutôt cool avec moi puisqu'ils m'avaient fabriqué un fauteuil que j'ai dans mon bureau, un fauteuil avec le maillot du club, avec le numéro 4 que j'ai porté en majorité du côté de Béziers. Donc, je pense que j'ai été quand même respecté lors de mon passage du côté de Béziers. J'ai joué 4 ans et demi, j'ai fait 115 matchs, 114 matchs, je crois, en 4 ans et demi. C'est-à-dire que je suis pas allé là-bas en pré-retraite. Je suis pas allé là-bas pour me garer et pour rester dans la salle de kiné tous les week-ends. Je suis allé là-bas parce que j'avais envie de jouer et de montrer qu'on peut être vieux et être encore utile à son équipe. T'as pas raccroché tout à fait parce que t'as quand même pris une dernière licence dans le club de tes débuts, Roman PH en Fédéral 3. Club à qui on pense très fort, tu l'as dit, par rapport à ce qui s'est passé dernièrement avec le meurtre lâche d'un de ces jeunes de 16 ans, Thomas Perotto. Est-ce que tu as trouvé ce que tu étais venu chercher, à savoir une reconnexion avec un rugby plus chaleureux, plus fraternel, c'est ce que tu disais à l'époque? Est-ce que je dois répondre en toute franchise ou pas? Bah oui. En toute franchise, j'ai été particulièrement déçu. Justement, si j'avais décidé de retourner en amateur, c'est parce que j'estimais que c'était ce qui me manquait dans mon rugby pro, c'est-à-dire passer du temps ensemble, faire des soirées ensemble, passer des troisième mi-temps mémorables ensemble. Et la réalité, c'est que rien de tout ça s'est passé. Les joueurs ne venaient pas aux entraînements. On s'est retrouvés entre nous les jours de l'an. On était 6 gars à l'entraînement. Et que j'étais vraiment déçu de me rendre compte que même dans le rugby amateur, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Aujourd'hui, les gars, pour 100, 150 balles, 200 balles de plus, ils changent de crèmerie. Et ça m'a un peu déçu parce que je pensais me rabibocher avec mon rugby amateur. Mais après, sur le plan sportif, je me suis régalé. C'était bien. Mais il m'a manqué ce pourquoi j'étais venu. Sportivement, j'avais déjà eu de grandes émotions. J'avais besoin de retrouver autre chose et je l'ai pas trouvé. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait qu'une saison. C'était aussi l'occasion pour toi d'embrayer en douceur avec ta nouvelle vie qui a tout l'air d'avoir la classe quand même. Tu es professeur à l'université, entrepreneur aussi. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Alors, je fais plein de choses. En fait, j'ai une opportunité, notamment après cette histoire du bon coin du pole dance. Comme quoi, tu vois, le pole dance mène à tout. J'avais un monsieur qui était intervenant à Montpellier, intervenant universitaire, qui m'appelle et qui me dit, j'ai vu que tu avais signé à Béziers. Est-ce que ça te dirait de donner des cours à mes étudiants sur la reconversion des sportifs et sur l'utilisation des réseaux sociaux? Voilà comment a commencé mon parcours auprès des étudiants. Donc ça, c'était en 2017. Et aujourd'hui, c'est l'essentiel de mon activité. Donc je donne des cours à la fois sur Aix-en-Provence, Montpellier, Grenoble, Valence. J'ai une école de Lyon aussi qui m'a appelé potentiellement pour l'année prochaine, peut-être Marseille aussi. Sur différents modules, ça va de la géopolitique du sport en passant par la sociologie du sport. Mais surtout, je me suis spécialisé entre guillemets sur le management des équipes et des équipiers avec évidemment mon expérience dans le monde du rugby, dans le monde du sport en général, qui me permet de transmettre ça à des étudiants qui sont en alternance et qui vont retrouver ça dans le monde de l'entreprise dans quelques années. Voilà. Et puis d'un autre côté, je continue à écrire un petit peu de temps en temps pour un journal local ici. J'ai édité mon deuxième bouquin. Et je continue d'être passionné par l'écriture et par le journalisme. Mais aujourd'hui, pour bouffer tous les jours, il faut que je sois prof. Et je développe aussi la partie séminaire où je vais justement dans des entreprises qui se reconnaissent dans les valeurs du rugby et essayer de leur faire comprendre comment on articule une équipe autour des personnalités, autour des qualités, autour de l'envie d'être au service du collectif. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est une vie qui me donne un bon équilibre entre ma vie perso, c'est-à-dire m'occuper de mes enfants, et ma vie pro où je gagne un peu d'argent pour pouvoir vivre décemment, on dirait. Les séminaires, c'est ça ton entrée dans l'entrepreneuriat? Non, alors au départ, l'entrepreneuriat, j'avais fait plein de choses différentes. J'ai passé un diplôme, notamment en préparation mentale. L'idée, c'était de pouvoir allier à la fois la préparation physique. J'ai une licence TAPS, donc c'était allier la préparation physique à la préparation mentale. J'avais décidé de lancer plusieurs activités différentes. Aujourd'hui, je me suis recentré sur l'essentiel, celle qui fonctionne le mieux, c'est-à-dire donner des cours en école de commerce, écrire un tout petit peu dans les journaux et puis m'investir auprès des entreprises pour les aider dans la transition sur le management et de comprendre que le monde du sport est un bon exemple. On arrive à la question récurrente de ce podcast. Tu as parlé d'entrepreneuriat. Jonathan Best, entrepreneur, il serait plus Marc Chérec, Eric Pilot, je crois que non, ou Michael Gage, trois des présidents que tu as connus durant ta carrière sportive à Grenoble et Béziers. Je dirais aucun des trois, parce que la particularité, alors c'est l'exception quand même de Marc Chirac, qui lui était président salarié, c'était une exception dans le monde du rugby pro, mais les autres présidents, que ce soit Eric Pilot ou Monsieur Gage, avaient une autre activité à côté. Moi, je considère qu'aujourd'hui, pour bien fonctionner, même dans un club professionnel, il faudrait que le président soit salarié du club et qu'il se consacre à 100% à cette tâche-là, parce que ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, beaucoup de temps, et trop souvent, les présidents sont des gens qui donnent ça en dehors de leur temps en entreprise. Et pour moi, ça explique aussi parfois les difficultés financières
financière des clubs sportifs professionnels en général, hein, pas uniquement que le rugby, parce que tu penses que tu peux gérer une entreprise comme tu gères un club sportif, mais il y a ce côté humain, il y a ce côté émotionnel qu'en rugby qui n'existe pas dans le monde de l'entreprise. Tu te rappelles de ce bruit, c'est la sirène. Dernière possession, il y a un bonus à aller chercher, donc pas d'en avant et on botte pas en touche. Léger tout d'abord, c'est moi ou tu t'es un peu endormi sur Twitter depuis quelque temps? Non, t'as raison. Je suis passé à autre chose parce que j'ai plus de répondants en face, donc j'attends que les supporters de l'USAP ou de Toulon quelques années avant se réveillent pour me relancer sur la twittosphère qui a changé de nom malheureusement, la Xosphère, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Donc voilà. J'attends qu'on me réveille, qu'on me titille un petit peu. Ça m'empêche pas de donner mon avis de temps en temps sur le rugby et j'ai donné mon avis notamment pendant la Coupe du Monde parce que je considère qu'on a tous le droit de donner notre avis. C'est un peu le but de Twitter justement. Autre question, est-ce que tu as déjà senti sur le terrain un adversaire qui était rentré sur la pelouse justement dans l'esprit de se faire Jonathan Best, eu égard à ce que tu pouvais représenter dans les médias et les réseaux sociaux? Non, pas par rapport à ce que j'étais sur les médias et dans les réseaux sociaux, mais par rapport à ce que j'étais. Je pense que j'étais un joueur pénible qu'on n'avait pas forcément envie d'affronter. Et j'espère que ça restera dans l'imaginaire des joueurs contre qui j'ai pu jouer, de se dire il était vraiment chiant à jouer parce que j'avais pas des qualités physiques incroyables, mais j'avais ce côté-là où, à la fois dans la parole de temps en temps, dans les gestes, dans les mouvements et même dans mon jeu, je pense pas avoir été un joueur sympathique, mais il faut se dire que les adversaires que j'ai pu affronter, je ne suis pas dans la vie de tous les jours l'adversaire que j'ai pu être. Donc essayer de passer au-delà de cette image-là et on ira boire un café ensemble. On n'en a pas trop parlé, mais tu as un grand frère porteur de handicap. Toi, tu es le grand sportif de la famille, celui qui a entraîné son corps pour être fort et pouvoir assumer au plus haut niveau. Est-ce que tu as parfois vécu ce grand écart comme une grande chance aussi vis-à-vis de ton frère de pouvoir faire ça? Est-ce que ça t'a poussé parfois à te dépasser pour atteindre certains objectifs? J'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans l'injustice, de me dire pourquoi ça lui arrive à lui et pourquoi pas à quelqu'un d'autre, et de me dire que malheureusement son état ne s'améliorera pas. Et quand j'ai pu emboîter le pas d'une carrière pro, de me dire tout ce que je vais faire, je vais le faire à deux. Je peux pas me plaindre d'avoir allé m'entraîner, de jouer au rugby, de jouer dans des stades pleins, parce que lui doit être assisté dans tous les gestes de la vie quotidienne. Et donc j'ai vraiment vécu ce parcours-là pour deux, que ce soit les fêtes, que ce soit les soirées, que ce soit tout ce que j'ai pu faire, le rugby, parce que je me dis que lui pourra jamais le vivre. Et le plus important, c'est quand il venait me voir au match et qu'il me disait, il est rigolo parce que il est parfois déconnecté des trucs et il me disait, aujourd'hui, moi, j'étais pour celui qui était en jaune. Et en fait, il avait passé tout le match à regarder l'arbitre. Il avait même pas compris qu'il y avait deux équipes qui s'affrontaient. Donc, c'était vraiment ce fait de me dire, de voir la fierté dans ses yeux et de me dire qu'il avait pas forcément tout compris de ce que je pouvais représenter, mais moi, je savais tout ce qu'il représentait pour moi. Tu as écrit 2 livres, Bleu et Rouge, et dernièrement Essai. Tu as dit que tu avais toujours rêvé d'être journaliste sportif étant plus jeune. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente encore à 40 ans? Tu l'as un peu effleuré ou tu as vu combien on gagnait et tu t'es dit, ouais, bon, non, ça ne fait pas rêver tant que ça, en fait? Bien sûr, mais moi, c'est pas, aujourd'hui, je cherche un métier qui est passionnel autant qu'a été ma carrière de joueur de rugby, et je sais que ma passion, elle vient de l'écriture, de raconter des histoires. Je tiens une petite chronique dans un journal local qui s'appelle L'Impartial, là, depuis le mois de mars 2022. J'écris pour le Midol, j'écris pour le Dauphiné Libéré, j'ai écrit pour pas mal de médias. Moi, j'ai envie de continuer à raconter des histoires. Sur mes 2 bouquins, il y en a un où je raconte plus mon parcours assez atypique et l'autre où j'essaie de romancer un peu des histoires autour du rugby. Ma vie, elle est faite autour de l'écriture, ma vie, elle est faite autour des histoires, et je pense qu'on a tous des histoires à raconter. Je vois qu'il n'y a pas d'âge pour écrire. Je vois que Cameron Wauquiez vient d'annoncer la sortie de sa biographie. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, à partir du moment où tu as des choses à raconter et tu les racontes correctement, les gens ont peut-être envie de te lire. Et voilà, et juste par mon réseau perso, le premier, donc le Rouge et Bleu, je l'ai vendu à peu près à 1000 exemplaires. Donc ça veut dire qu'il y a des gens que ça a intéressé et que j'ai une communauté qui restait fidèle et qui savait aussi que j'avais des choses intéressantes à raconter. Merci beaucoup, Jonathan, d'avoir été mon invité dans Terrain Conquis. Ça a été un plaisir d'avoir refait ton parcours avec toi, le seul aspirant journaliste à avoir réussi dans le sport. C'est quand même quelque chose. Je te souhaite évidemment autant de réussite sur le terrain du business. Merci, Jonathan. Merci et à bientôt pour d'autres aventures.